Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, effectivement, pour enchaîner sur cette question de la collaboration entre acteurs au sein de filières, au sein des chaînes de valeur, nous, on va vous parler un petit peu de cette question du prix juste et on va en fait un peu élargir cette question à une question plutôt de relation juste au sein d'une chaîne de valeur dans un contexte de diversification. Et alors, c'est un travail qu'on a mené effectivement donc, au sein de notre équipe à Lucilvin et en collaboration avec Leven de la Note. Euh, donc, on va vous faire cette présentation à deux. Alors, très rapidement, avant de voir un petit peu, de se pencher sur cette question spécifique du prix juste et des relations justes, on va vous introduire un peu le sujet pour voir comment on en est arrivé à se poser cette question-là dans le cadre de ce fameux projet d'Hiver Impact dont on a déjà parlé plusieurs fois aujourd'hui. Et ensuite, on va vous donner un exemple d'application de l'outil qu'on a développé et comment on a pu l'utiliser déjà avec un groupe d'agriculteurs en Flandre. Alors, donc, comme je le disais, ce travail, on l'a mené dans le cadre du projet Divers Impact, qui, comme vous le savez déjà, a suivi, enfin, il suit toujours 25 études de cas de diversification des cultures réparties dans différents États membres de l'Union européenne. Et donc ici, par diversification des cultures, on entend tant une diversification temporelle que spatiale, également les projets de culture associés. Et alors, dans notre équipe, une question qu'on a essayé de se poser et à laquelle on a essayé d'apporter certaines réponses, c'était d'identifier les freins à la diversification des cultures à tous les niveaux des chaînes de valeur, que ce soit donc en allant des producteurs aux consommateurs, et de proposer certaines recommandations pour essayer de surmonter cette situation de lock-in, donc de verrouillage. Et alors, en faisant cette recherche, il y a un travail qui a été mené par notamment Kevin Morel, qui a mené à l'identification de 46 freins à la diversification des cultures, au moins de l'analyse de ces 25 études de cas. Ces freins, donc, ils s'appliquent à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a 15 freins qui sont liés à la question du prix et de la profitabilité, donc dans ces cas de diversification. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on en est arrivé à se poser la question, mais qu'est-ce qui finalement constitue un prix juste dans un contexte de diversification des cultures? Et sur quelle base, sur quelle référence est-ce qu'on peut s'appuyer pour essayer de définir un prix juste? Et donc, c'est ça qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Ce que nous, on a essayé de faire, c'est en fait de s'appuyer sur des référentiels existants pour essayer de dégager une liste de critères qui potentiellement peuvent contribuer à établir une situation de prix juste. Et donc, on a développé deux outils, entre guillemets, mais les deux sont en fait tout à fait liés. Le premier, c'est donc cette fameuse liste de critères. Et alors, le deuxième outil, c'est en fait un questionnaire qui en découle et dont le but est de permettre d'engager des réflexions au sein de chaînes de valeur avec les différents acteurs de ces chaînes de valeur. Alors, pour identifier ces différents critères qui donc peuvent contribuer à cette situation de prix juste, comme je le disais, on s'est inspiré de référentiels existants. Et donc, on a regardé ce que différents labels ou différentes initiatives en Belgique, mais également ailleurs en Europe, avaient à dire sur ces questions de prix juste. Donc, on a regardé, par exemple, ce qui se disait dans des labels tels que Fairtrade. Alors, en région Wallonne, il y a le label prix juste producteur, qui évidemment était tout à fait à propos par rapport à cette question de recherche ici. C'est également intéressé à des initiatives telles que les Gazap, La Ruche qui dit oui, le Fairbel également, etc. Et donc, on a regardé un petit peu tout ce que ces différentes initiatives et labels dégageaient en termes de prix juste, comment ils abordaient cette question du prix juste. Et alors, on a également, donc ça nous a permis d'identifier une première liste de critères. Et alors, on a confronté ça également à la littérature scientifique pour voir un petit peu ce qui se disait également dans la recherche académique et pour valider, infirmer ou en tout cas affiner cette première liste.
Et alors, ce qui a été très important également dans le processus, c'est que tout ça, ça a été mené donc, en collaboration avec Inagro, je le disais, et également avec Bioforum, qui est donc l'agence, disons, du bio en Flandre, et qui, en fait, ont suivi pendant tout le projet plusieurs groupes de producteurs en Flandre. Et ça nous a permis, du coup, d'avoir des retours directs du terrain et de réellement essayer un maximum de proposer des critères qui soient en adéquation avec des expériences de terrain réelles, quoi. Et donc, on en arrive à cette liste de critères qu'on a divisé en 3 catégories. Alors, comme vous le voyez, il y a au total 14 critères qui ont été identifiés. Alors, il y a une première catégorie qui est plutôt liée à tout ce qui est les questions liées aux aspects productifs et d'accès au marché. Et donc ici, on touche vraiment assez directement à cette question du prix. Et donc cette question de comment est-ce que finalement, sur base de quoi, est-ce qu'on va définir qu'un prix est juste? Alors ici, on voit qu'il y a plusieurs options. Donc par exemple, on pourrait dire qu'un prix est juste s'il est supérieur au prix de référence du marché, que ce soit en conventionnel ou en bio. Une autre option, une option qui est souvent poursuivie dans toutes ces différentes initiatives, c'est de réellement calculer le prix en accord avec les coûts de production. Et là, ici, se pose la question de, en fait, qu'est-ce qu'on inclut dans les coûts de production? Donc, on voit qu'en fait, à chacun de ces critères, il y a toute une série de questions qui sont attachées et dont le but est de les mettre en discussion. Une troisième possibilité, c'est de se dire que, en fait, on va poursuivre un certain niveau de rémunération, et donc, pour qu'un prix soit juste, il doit permettre finalement ce niveau de rémunération. Et à nouveau, ça implique de se demander, en fait, qu'est-ce qui est un niveau de rémunération juste? Donc, à nouveau, toute une série de questions sous-jacentes à poser. Alors ici, le quatrième critère qui est assez directement lié à ce contexte spécifique de la diversification, c'est le fait de prendre en compte le coût d'opportunité par rapport à la culture de référence ou la culture de base qui aurait été cultivée dans la situation de référence. Et de se dire quel prix est-ce qu'on aurait eu avec la culture de base et quel prix, du coup, est-ce qu'on poursuit ou on essaye d'atteindre avec cette nouvelle culture innovante qu'on essaie de mettre en place? Et alors, le cinquième critère, ici, dans ce premier groupe, est lié plutôt à l'autre extrémité de la chaîne de valeur, et donc plutôt aux consommateurs, et le fait de prendre en compte l'acceptabilité du prix par les consommateurs. Donc, d'avoir une conscience également de cet aspect-là, de l'importance de l'acceptabilité des consommateurs. Alors, le deuxième groupe de critères a plutôt attrait à tout ce qui est développement de la chaîne de valeur, donc dans le temps. Donc, on parle aussi ici du développement temporel de la chaîne. Et donc, c'est l'idée de dire, c'est le critère numéro 6, que entreprendre des projets de diversification, ça requiert souvent des investissements. Et donc, idéalement, on pourrait se dire que ces investissements, ils doivent être repris et intégrés dans le prix qu'on va essayer de percevoir. Il y a également la question du partage des risques et des innovations qui, à nouveau, sont inhérentes à ces projets de diversification. Et alors, il y a cette question, comme je le disais, plus temporelle, et du coup, de dire comment est-ce qu'on va réévaluer ou non le prix dans le temps? Est-ce qu'on se dit qu'il est fixe, est-ce qu'il est stable, ou est-ce qu'on met en place certains processus qui vont permettre de le réévaluer en fonction de certaines conditions? Alors, il y a une troisième catégorie de critères qui vont plutôt avoir attrait à tout ce qui est relation entre acteurs. Et c'est pour ça que je disais en fait, avec cette liste, on dépasse un petit peu les questions qui sont uniquement liées au prix. Et il y a toute une série de critères qui vont plutôt être en lien avec toutes les relations qu'on essaie de mettre en place entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Donc, il y a un premier critère qui est très important, qui est celui de la transparence, et qui va poser la question de sur quoi va poser en fait sur quoi va porter cette transparence. Il y a une transparence plutôt externe envers les consommateurs, mais il y a également une transparence interne au sein de la chaîne de valeur, entre acteurs de la chaîne de valeur, transparence sur les coûts de production, etc.
Critère suivant porte lui plutôt sur la distribution de la valeur au sein enfin, entre les différents maillons de la chaîne de valeur. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait une distribution qui ne soit pas forcément égale, mais sur quelle base est-ce qu'on on va essayer de définir cette distribution? Critère suivant porte à nouveau plus sur ces aspects temporels et sur le fait qu'on va essayer de promouvoir un engagement à long terme des acteurs, ou en tout cas un engagement dans la durée qui satisfasse tous les acteurs. Ensuite, le critère numéro 12 porte sur le fait que, voilà, il y a cette idée de c'est un projet collectif et que du coup, tous les acteurs de la chaîne de valeur doivent garantir ensemble le succès de cette chaîne. Alors ensuite, avant-dernier critère porte sur les mécanismes de gouvernance, et donc c'est tout ce qui est lié aux mécanismes de prise de décision, que ce soit sur les prix, mais également, par exemple, sur les aspects de qualité, etc. Quel standard, quel niveau de qualité est-ce qu'on va poursuivre. Et alors le dernier critère porte, lui, sur les délais de paiement, qui soient acceptables pour tout le monde au maximum. Et donc, ça constitue en fait une liste de critères potentiels qu'on a dégagés en analysant tous ces différents référentiels existants. Alors évidemment, l'objectif n'est pas du tout d'être normatif avec cette liste, c'est plutôt de proposer une série de critères potentiels qui peuvent contribuer à mettre en place des relations justes et équitables entre acteurs d'une chaîne de valeur. Et donc ici, l'outil vise réellement à stimuler des réflexions et engager un dialogue multi-acteurs afin que tout le monde comprenne un petit peu les enjeux et les défis de chacun et ainsi co-construire quelque part une vision partagée par l'ensemble des acteurs. Et donc, c'est vraiment un outil ou un exercice qui est à réaliser en complémentarité avec d'autres outils existants, que ce soit des calculateurs, des chartes, des labels qui vont peut-être être mis en place par la suite. Donc, c'est vraiment l'objectif réellement ici, c'est d'avoir un outil de mise en discussion. Et donc, comme je le disais, évidemment, d'une chaîne de valeur à l'autre, les critères mobilisés ne seront pas les mêmes puisque ça va dépendre du contexte particulier de chaque projet. Et alors, il y a aussi un aspect dynamique à l'outil, puisque dans le temps, les critères mobilisés peuvent évidemment évoluer. Et ça, vous verrez tout de suite que, enfin, Lieven vous en toucher un petit mot. Et ce sera, enfin, va vous en donner un exemple. Et donc ça, en fait, c'est un petit peu le cadre général qu'on a développé. Et alors, pour essayer de stimuler et de mettre réellement en pratique cet outil et de réellement essayer de stimuler ces discussions, on a développé un petit questionnaire dont l'objectif est de l'utiliser dans des dynamiques de groupe afin de mettre en discussion les différents acteurs d'une chaîne de valeur. Et donc, je vais passer la parole à Lieven qui va vous donner qui va vous parler d'un exemple du groupe d'agriculteurs qu'elle lui a suivi en Flandre. Okay, merci Anton pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, je suis Lieven Delenotte, je travaille pour l'INAGO en Flandre. Et donc, dans le cadre de Different Impact, on s'est demandé donc, la diversification vers une agriculture plus durable en Flandre. Qu'est-ce que ça peut, comment est-ce qu'on peut organiser ça? Donc, le contexte chez nous en Flandre, c'est qu'on a une agriculture qui est fort industrialisée, avec une intensification pour faire le feed et aussi avec beaucoup de légumes. Donc, en fait, on voit que la tendance en Flandre, c'est plutôt que la diversification durable, c'est plutôt, on a une diversification dans les cultures, mais en même temps, c'est une intensification, on fait de plus en plus du maïs, des légumes, des pommes de terre, donc tout c'était une culture prenante, avec des problèmes sur la durabilité. Deuxième chose, c'est en Flandre aussi, on a un environnement fort urbanisé, donc qui fait que les prix du foncier sont très élevés. Mais d'autre part, on voit aussi que la société change
et on voit une ouverture vers le produit local. On voit une population qui est de plus en plus qui devient de plus en plus végétarien ou végétarien. Donc, ça montre aussi des opportunités. Donc, avec le vrai impact, on se disait, tiens, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur la prise de conscience du consommateur pour en fait favoriser la diversification, soit ou dites l'extensification au niveau de l'exploitation, donc en prenant des céréales, en prenant des légumineuses dans la rotation. Pour le foot, est-ce qu'on peut revenir ça vers un niveau plus durable sur nos exploitations? Donc, pour faire ça, on a suivi 3 groupes d'agriculteurs chez nous en Flandre. Oui, le prochain. Donc, en fait, on a commencé avec une collaboration entre la Vie est Belle, c'est un producteur de burgers végétariens à Bruges, avec Simon Colombi, qui est un agriculteur, un jeune agriculteur, qui a repris la ferme et converti en agriculture bio, qui voulait faire et ils ont fait une collaboration au niveau du soja. Et donc, la première, il y avait pas mal d'exigences, enfin, des challenges à faire, à reprendre. Mais une des questions qui se posait très, très vite, c'était quel est le prix juste pour faire du soja en Flandre. On a suivi un deuxième groupe d'agriculteurs, donc c'était une collaboration entre 2 producteurs, un meunier, un distributeur et un boulanger. Et une troisième collaboration, c'était 5 producteurs en grande culture bio qui disaient, tiens, on aime bien se lancer dans une chaîne de valeur locale, une chaîne locale. Donc, qu'est-ce qu'on y peut faire ensemble pour obtenir ce but? Ouais. Et donc, dans les 3 initiatives qu'on a... Oui, tu peux continuer, Anton. Prochaine, oui. Donc, c'était 3 chaînes de valeurs tout à fait différentes, mais tous les 3, tiens, il y a Kaledia qui saute l'un à l'autre. Ouais. Donc, ce qu'ils ont en commun, c'est que ces 3 petites chaînes de valeur, ils étaient quelque part en recherche d'avoir ou de s'inscrire dans une démarche de prix juste, soit un poids plus juste qui est nécessaire pour se lancer dans du sujet qui est même aussi une culture, enfin, c'est pas une culture exigeante, mais c'est une culture qui est quand même intensive au niveau de façon culturelle. Soit 2 agriculteurs qui disent, voilà, on peut faire des céréales boulanger. Qu'est-ce que c'est un prix juste aussi à ce niveau-là? Mais on sont tous des petites groupes, des petites initiatives, des petites échelles, des initiatives isolées. Donc, on manque aussi une économie d'échelle. Donc, on ne sait pas en Wallonie, en France, on assez vite pour parler des initiatives avec quelques dizaines d'hectares ou des centaines d'hectares. Donc, ici, en Flandre, on était à quelques hectares. Donc, il y avait aussi un manque d'échelle. Et donc, comme j'ai déjà dit, le contexte avait des coûts élevés. En fait, et parfois je rigole, et je dis, donc la question était quelque part, comment est-ce qu'on peut établir une chaîne de valeur juste, sachant qu'on ne sait pas être compétitif face à la référence du biostandard, ni à d'autres initiatives similaires dans les régions voisines. Donc, on sait qu'on n'est pas compétitif au standard mondial, surtout pour le soja, qui est un produit mondial, aussi en bio. On ne sait pas produire pour ce produit. Et même pour un céréal boulanger, on ne sait pas produire en Flandre pour le prix des céréales boulanger en France, même en Wallonie. Donc, est-ce que c'est un prix juste pour nos conditions en Flandre? C'était la question qui se posait. Et donc, surtout si on peut être durable dans le temps, il faut qu'on fasse face à ces questions-là. Ouais. Il reste 1 minute. Hein. Ouais.
Donc, on s'est commencé avec donc on a très bien vu avec les critères qu'Anton vous avez proposés. Donc, pour le groupement des agriculteurs ensemble avec Moulin et le boulanger. Donc, on a leur demandé en dehors qu'est-ce que c'est un peu juste, qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce qui est important. Donc, en fait, et ça a aidé les discussions entre l'agriculteur, le moulin et le boulanger. Donc, on disait, voilà, on aime bien un prix qui correspond aux coûts de production. On veut bien avoir un prix plus ou moins stable et qui ne saute pas. Maintenant, les prix sont chers pour les blés. Donc, on saute et puis on baisse de nouveau. Donc, on aime bien avoir un prix stable. Et on commentait ensemble, travaillait ensemble avec un agriculteur, un meunier, un boulanger. On disait, voilà, non, on doit travailler ensemble, on doit faire des efforts ensemble pour que nos filières soient durables et efficaces. Ouais. Deuxième chose qu'on a aussi vu dans cette groupe d'agriculteurs meuniers boulanger, c'est qu'au début, c'était l'agriculteur qui avait initié l'initiative, on veut faire des céréales boulanger. Ils ont entraîné un meunier, ils ont embauché, demandé la collaboration avec un boulanger. Et en fait, c'était l'agriculteur qui était responsable et qui se lançaient aussi sur la question de prix. Et donc, c'est surtout les critères de prix qui jouaient. Ils ont demandé, ils ont vu sur le marché, tiens, la farine sur le marché, dans le Colruyt, ça coûte un tel prix. Donc, oui, ça s'arrange. Et nous, on veut un prix qui soit un peu équitable. On paye 400 €, ça semble bien. On se lance. Puis, à certains moments, le meunier qui travaillait au début, c'était un volontiers. Ce volontiers se retraite. Et c'est un jeune homme qui reprend le meunier et qui dit, voilà, pour moi, je peux faire une activité économique. Je dois aussi gagner ma vie avec le meunier. Donc, il y avait une distribution, un stress qui venait. Alors, aussi le meunier, il devait avoir un revenu. Tandis qu'au début, c'était l'agriculteur. Et ça a mis en discussion et on est devenu, disons, et à ce moment-là, on a vraiment questionné comment est-ce qu'on peut organiser ces chaînes. Et on a vu que d'autres critères sont venus en discussion. Et on a dit, voilà, si on veut travailler sur un prix juste, ce n'est pas seulement les critères de marché, mais on arrive aussi à avoir des critères, disons, travailler ensemble, développer ensemble au niveau des investissements, au niveau stabilité de prix entre les partenaires, mais aussi à des critères interrelationnels entre agriculteurs, boulangers, meuniers. Donc, une certaine transparence au niveau de prix, un partage équitable des revenus entre les différents partenaires du filière et aussi une responsabilité à long terme des différents partenaires. Donc, on est parti. On commence aussi, au début, on pensait prix juste, c'est fixé au prix, on discute du prix, et à la fin, on est revenu, c'est toujours le prix qui reste important, mais disons, un prix juste, c'est des relations justes, des relations faires et équitables où on est arrivé. Et je pense que on y est.